officiel du président Alassane Ouattara au Congo, événement exceptionnel et mémorable, a indiqué le président Sassou Nguesso qui a invité le chef de l'État ivoirien à un dîner au Palais du Peuple. La Côte d'Ivoire, de plus en plus fréquentable, après la tenue en novembre de la conférence mondiale du cacao, le pays reçoit le monde agricole, cette fois dans le cadre du palmier à huile. Le palmier à huile fait vivre plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud attend des nouvelles de Mandela, toujours hospitalisé, le héros de la lutte contre l'apartheid, qui fêtera ses 95 ans le 18 juillet, faisait la une des journaux du dimanche. Et puis nous sommes en pleine saison des pluies. Pour coller à l'actualité, notre invité de ce dimanche est le général Fiacre Kili Faindi, directeur national de la protection civile. Avec lui, nous allons parler des quartiers précaires en danger. Bonjour à toutes et à tous. Depuis vendredi, le chef de l'État, vous le savez, est au Congo, Brazzaville, pour une visite officielle. Au deuxième jour de sa visite au Congo, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu à Pointe-Noire, où il a visité le port autonome de la localité. En compagnie de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, le président ivoirien a reçu un accueil chaleureux. Viviane Aïmé. Après Brazzaville, la capitale politique, Pointe-Noire, la capitale économique, a accueilli samedi le chef de l'État ivoirien au deuxième jour de sa visite d'État au Congo. C'est à bord du même avion que les deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Alassane Ouattara, sont arrivés en fin de matinée à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Un accueil chaleureux et populaire les y attendait, comme la veille vendredi à Brazzaville à l'arrivée du chef de l'État ivoirien. Une forte présence d'officiels à l'aéroport pour recevoir les deux présidents et les populations venues elles aussi souhaiter la bienvenue aux deux chefs d'État. À Pointe-Noire, le président Denis Sassou Nguesso et son hôte devaient visiter dans l'après-midi les installations du port autonome. Pointe-Noire concentre les deux poumons économiques du Congo que sont l'activité portuaire et l'exploitation du pétrole à partir d'importants gisements découverts à sa périphérie. Le Congo est ainsi le 4e producteur de pétrole du golfe de Guinée. Le port induit de son côté d'importantes ressources pour le pays. Port pétrolier, il est aussi couloir maritime pour plusieurs pays voisins du Congo, comme la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Tchad. Aujourd'hui, grâce aux importants revenus tirés de la vente de son pétrole, le Congo se dote d'importantes infrastructures. Le port de Pointe-Noire connaît des travaux de modernisation pour devenir un des plus grands ports d'Afrique, doté de tirants d'eau jusqu'à 15 mètres de profondeur. À titre de comparaison, le port d'Abidjan atteint un tirant d'eau de 11 mètres 5. C'est donc toute cette œuvre de modernisation de son pays que le chef de l'État congolais tenait à présenter à son homologue et frère, le président Alassane Ouattara, dont il partage la vision de développement et de progrès pour le devenir de son pays. Le port de Pointe-Noire est aussi une belle illustration de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo. En effet, de nombreux cadres et manutentionnaires de ce port ont reçu une formation professionnelle émanant de la Côte d'Ivoire, notamment de l'Académie des sciences et techniques de la mer et du Centre de formation d'Abidjan pour la conduite d'engins de manutention. C'est avec une passion partagée que les deux chefs d'État ont visité les infrastructures portuaires. La visite a duré presque 1 heure. Visite officielle donc du président Alassane Ouattara au Congo, événement exceptionnel et mémorable, a indiqué le président Sassou Nguesso qui a invité le chef de l'État ivoirien à un dîner au Palais du Peuple à Pointe-Noire. Viviane Aïmé, une fois encore sollicitée. 1 heure après son arrivée vendredi après-midi, le président Sassou Nguesso recevait son hôte, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, au Palais du Peuple, le palais présidentiel congolais. Les deux chefs d'État ont eu leur premier tête-à-tête. Dans le même moment, la délégation ministérielle ivoirienne accompagnant le président de la République dans ce voyage et comprenant les ministres Charles Dibi Kofi des Affaires étrangères, Ali Koulibaly de l'intégration africaine, Ibrahim Ouattara des Affaires
présidentielle, Niale Kaba, chargé de l'économie, Adama Tunkara, ministre du pétrole et de l'énergie, avaient une séance de travail avec la délégation ministérielle congolaise. La délégation ministérielle ivoirienne était conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Dans la soirée, un banquet officiel était offert dans les jardins du Palais du Peuple par le chef de l'État congolais, le président Sassou Nguesso, et son épouse Antoinette Sassou Nguesso, au chef de l'État ivoirien et sa délégation. Cette réception officielle a été le lieu de déclarations fortes de la part des deux chefs d'État sur leur engagement à poursuivre et renforcer l'amitié et la coopération entre leurs deux pays. Les chefs d'État congolais et ivoiriens ont déclaré leur estime réciproque, soulignant que le président Sassou Nguesso a pris une part active à la sortie de crise en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi salué le fait que c'est la toute première fois qu'un chef d'État ivoirien se rend en visite officielle au Congo-Brazzaville. Puisqu'il s'agit aujourd'hui de la première visite officielle qu'effectue au Congo un chef d'État ivoirien, parler d'un moment historique, d'un événement exceptionnel, ne relève pas de la rhétorique diplomatique. Votre visite, que notre peuple accueille avec chaleur, joie et honneur, est un événement mémorable d'une grande portée politique. Un acte chargé de symboles à l'heure où la Côte d'Ivoire pense ses blessures et retrouve sa place dans le concert des nations. Président de l'exercice de l'Union africaine en 2006, j'ai personnellement pris part aux tentatives de règlement de la crise qui a secoué votre pays. Je connais donc vos convictions les plus profondes, votre ardent désir de sauver votre pays, votre sens aigu du compromis. Vous êtes un frère, vous êtes un ami de la Côte d'Ivoire. Un ami avec qui j'ai tissé au fil des années des liens très forts. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous exprimer ma profonde reconnaissance pour le soutien que vous m'avez toujours apporté, ainsi que celle du peuple ivoirien tout entier, pour les efforts constants et inlassables que vous avez déployés dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont aussi affirmé leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays, matérialisée déjà par la création depuis 1975 d'une grande commission mixte de coopération ivoiro-congolaise. Comme vous, nous aspirons à devenir un pays émergent dans un horizon raisonnable. Dans cette optique, le Congo et la Côte d'Ivoire sont appelés à marcher la main dans la main pour donner une nouvelle impulsion à l'axe de l'amitié et de coopération entre Brazzaville et Abidjan. Et pour marquer mon engagement et accélérer cette évolution pour les deux, j'annonce ici solennellement l'ouverture prochaine d'une ambassade du Congo à Abidjan. La coopération bien établie dans le domaine de la formation maritime, où la Côte d'Ivoire accueille chaque année des étudiants congolais à l'Académie des sciences et des techniques de la mer d'Abidjan, devra être étendue dans tous les domaines de l'activité économique. Nous n'oublions pas également le secteur du transport, avec la présence de notre compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire,
Il dessert désormais la ligne Abidjan-Brazzaville, ainsi que les grands travaux avec la présence du MEF au Congo. Ces résultats positifs témoignent de l'excellence de nos relations et constituent un réel motif d'encouragement. Je voudrais à cet égard me réjouir de notre convergence de vue quant aux moyens à mettre en œuvre pour renforcer les bases de nos économies et intensifier le partenariat d'affaires de type nouveau que nous voulons instaurer entre les deux pays. Le président congolais a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président Houphouët-Boigny qu'il a côtoyé pendant de nombreuses années en tant que chef de l'État du Congo. La Côte d'Ivoire a toujours été un peuple étendard exemplaire. Ce militantisme actif a été, dans votre pays, incarné et impulsé par un des illustres pères fondateurs de l'OUA, le président Félix Houphouët-Boigny. Ce sage de l'Afrique qui a fait de son pays un arbre de paix et de stabilité. Ce grand bâtisseur qui a placé la Côte d'Ivoire sur la voie du progrès et de la prospérité. Le chef de l'État ivoirien et toute la délégation ivoirienne ont revu avec plaisir l'artiste ivoirienne Cassie Perpétue, installée désormais au Congo où elle est mariée. Elle a chanté en compagnie de son époux Clotaire. Également d'autres prestations d'artistes au cours de cette soirée, celle d'un groupe traditionnel et celle du chanteur Zao. En Afrique du Sud, Nelson Mandela est hospitalisé dans un état préoccupant mais stable. L'ex-président sud-africain était toujours dimanche matin à l'hôpital où il a été admis pour une pneumonie dans la nuit de vendredi à samedi. Le héros de la lutte contre l'apartheid qui fêtera ses 95 ans le 18 juillet faisait la une des journaux du dimanche. Aucun bulletin de santé n'a été publié depuis 24 heures. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale. M. Kone Brahima Yves, président de la Commission des affaires économiques et financières, convoque, mesdames et messieurs les députés membres de la dite commission à la réunion du lundi 10 juin 2013 à 10 h à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen du projet de loi portant organisation, réglementation et coordination du système statistique national. La coopération japonaise veut prendre une part active à la reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire. Une mission a visité les départements de Boaké et de Sakassou. Il s'agit pour cette délégation japonaise de s'imprégner des réalités de la région du Béké dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'eau. Commentaire Charles Tato. Intéressés par le processus de reconstruction post-crise en Côte d'Ivoire, des experts japonais ont démarré leur tournée dans la région de Béké par la visite des services administratifs. Ces experts venus du pays du soleil levant veulent ainsi s'imprégner des difficultés réelles des populations dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau, où une visite sur le terrain a permis à la délégation nippone de toucher du doigt les véritables problèmes. La mission est convaincue de la nécessité pour le Japon de soutenir la reconstruction en Côte d'Ivoire. Pendant la crise politique et sociale, la région du centre et nord, ça a été affecté par la crise pendant plus de 10 ans. Donc dans ce contexte, nous avons choisi cette région, notamment le central, pour l'intervention de notre agence. Ce projet, c'est pour améliorer la prestation de services comme urgentement. Cette visite permettra dans les mois à venir l'exécution de plusieurs projets au bénéfice des populations. Pour l'heure, les élus et cadres de la région de Béké sont satisfaits de l'initiative japonaise. Nous souhaitons le développement économique et social de notre région et de notre pays pour que nous travaillions ensemble à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale qui sont les gages et à la fois les ferments
d'un développement soutenu et de longue durée. Outre la région de Gbeke, d'autres localités situées dans les zones ex-UNO seront concernées par cette aide du Japon. Après la tenue en novembre de la conférence mondiale du cacao, la Côte d'Ivoire reçoit le monde agricole, cette fois dans le cadre du palmier à huile. En Côte d'Ivoire, le palmier à huile fait vivre plus de 2 millions de personnes. Quels sont les enjeux de ce premier congrès du secteur? La réponse avec Noël Niayo. L'Afrique réunie à Abidjan pour l'huile de palme. Un autre rendez-vous d'importance pour souligner la volonté politique ivoirienne. La Côte d'Ivoire reprend sa place de l'agriculture dans le monde. Que le gouvernement ivoirien remet l'agriculture au cœur du développement. La Côte d'Ivoire veut faire de l'agriculture toujours le moteur de son développement, la création des richesses et des emplois. Du 10 au 14 juin prochain, producteurs, usiniers, planteurs, chercheurs et autres vont réfléchir sur le palmier à huile. Des grands scientifiques vont venir présenter leurs travaux et nous allons tirer les leçons qui vont créer une synergie entre nos chercheurs ici, nos vulgarisateurs et nos producteurs pour faire avancer la chose. Le palmier à huile en Afrique fait vivre 50 millions de personnes directement ou indirectement. De plus, l'huile de palme contribue à l'équilibre alimentaire des populations africaines. Un des grands résultats attendus, c'est qu'il va y avoir le démarrage de la création d'une plateforme entre le privé et le public, comme on l'a fait pour d'autres spéculations. Et donc ça va permettre des échanges. Et autre chose, il faut faire des palmiers à huile comme une culture durable. Et la durabilité a des critères. Il faut utiliser moins d'espace, il faut protéger l'environnement, il faut protéger les ressources humaines, il faut renforcer les capacités, il faut rendre cette agriculture compétitive et rentable, création des richesses. Voilà qui donne à la rencontre d'Abidjan toute son importance et sa pertinence. L'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, donne aux paysans les moyens de vivre décemment des fruits de leur production agricole à travers le système de commercialisation e-Agri. Un système qui permet aux producteurs de marchander sans sortir de leur lieu de production. Ce projet est dans sa phase pilote dans 4 régions du pays. Le point avec Charles Tato. En Côte d'Ivoire, plus de 50% de la population active exercent dans l'agriculture. En dépit des efforts consentis par les paysans, ils ne vivent pas décemment du fruit de leur travail. Les productions sont achetées à des prix dérisoires et ils sont victimes de nombreux acheteurs véreux. Pour permettre aux paysans de bénéficier de leur dur labeur, l'État de Côte d'Ivoire, avec le soutien financier de la Banque africaine de développement, vient de mettre en place un système de commercialisation des productions agricoles. Le e-Agri, c'est un système d'information et de commercialisation. Il consiste à mettre en réseau tous les acteurs du monde agricole. Cette nouvelle méthode de commercialisation est dans sa phase pilote dans 4 localités du pays, dont Sakassou. Dans cette localité, le bureau de vente des producteurs initie des séances de sensibilisation et d'information au profit des producteurs, les principaux bénéficiaires du e-Agri. Dans ces différentes tournées supervisées par l'ANADER, les paysans ont eu toutes les informations nécessaires pour une meilleure compréhension du système du e-Agri. Le nouveau produit est accueilli avec joie. Le e-Agri va nous faire connaître chaque jour le prix des différents produits sur le marché. Le e-Agri, cette nouvelle vision de la commercialisation des produits agricoles, vient soulager les paysans qui souffrent des prix appliqués par des acheteurs ambulants. À Boaké, les commerçants de gros refusent de rejoindre leur site. Les responsables actuels de ce marché multiplient les tournées de sensibilisation pour ramener les commerçants de gros sur ce site qui leur est exclusivement réservé. Charles Tatou, une fois encore. Un an après le retour de la normalité à Boaké, le marché de gros de Boaké est encore confronté à de nombreuses difficultés. L'absence de commerçants grossistes toujours constatée sur le marché. Notre place au marché de gros. Je sais qu'avec l'aide du marché de gros, nous allons partir bientôt. Si on a un papier, ils savent que quand ils viennent ici, les papiers du marché de gros, ils ont ça. Ils n'ont pas d'amendement envers la gendarmerie, la douane, la police. Je pense que le marché de gros fera une fierté dans la sous-région. Face à cette situation, les dirigeants actuels du marché multiplient des actions de sensibilisation pour le retour massif des commerçants grossistes.
Dans cette démarche, il sillonne depuis quelques jours les marchés périphériques et les quartiers de la commune de Bouaké. Objectif, expliquer les avantages liés à la reprise des activités sur ce marché réservé exclusivement aux grossistes. Cela dans le cadre du périmètre de protection. L'application de la circulaire 932 du 16 mars 1999, c'est-à-dire de la douane, qui dit que lorsqu'on veut faire l'exportation de produits vivriers de Côte d'Ivoire, il faut faire le levé des déclarations au bureau de douane du marché de gros de Bouaké. Bâti sur une superficie de 28 hectares au cœur de la ville de Bouaké, le marché de gros dispose de 370 magasins couverts, d'un entrepôt de 1000 mètres carrés, d'une infirmerie, des sociétés de fret, de transit, des banques et des maisons de microcrédit sont également implantées sur le site du marché de gros de Bouaké pour faciliter les transactions sur place. Des policiers formés à la charte d'accueil et au code de déontologie de leur corporation, le gouvernement veut ainsi rapprocher la police des populations. Le point avec Mamadou Kouassi. Une police moderne, professionnelle et au service de la population. C'est l'engagement pris par les commissaires et officiers de police au sortir du séminaire de formation sur le code de déontologie et la charte d'accueil. Accueillir et bien accueillir un usager, cela rassure l'usager que la police est près de l'usager est en sécurité face à la police. Il faut que le policier aujourd'hui comprenne que c'est un sacerdoce que de devenir un policier. Nous sommes à la disposition de la population, au service de la population. À ce titre-là, nous sommes alors des partenaires privilégiés de la population. Nous faisons corps à la population et nous, la police, on est toujours à l'écoute de la population, connaître leurs besoins, les secourir au moment opportun. Chez nous, à Katoula, tout se passe bien, sur le bon temps, sur la bonne convivialité. Pendant un mois, 11 préfets de police et chefs de district, 114 commissaires de police et 110 officiers qualifiés d'animateurs relais ont été formés sur l'accueil dans les commissariats, le professionnalisme et la lutte contre le racket. Le directeur général de la police nationale souhaite que la volonté du chef de l'État et de son gouvernement de rapprocher la population et sa police soit une réalité sur le terrain. Vous devez vous imprégner de la détresse de l'usager qui court vers vous en lui réservant un accueil des plus chaleureux, des plus décents et réconfortants, conformes à la dignité humaine. Toute attitude qui tranche avec les habitudes d'hier, les incongruités et la nonchalance tant décriées. La police nationale est au service de la population comme l'indique sa devise « Servir ». En somme, ce sont 4 989 policiers de Côte d'Ivoire qui sont concernés par la formation. Un prix du meilleur commissariat en termes d'accueil a été proposé. Les fonctionnaires sont appelés ce dimanche aux urnes pour élire leurs délégués à la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Déjà ce matin à 6 h, les fonctionnaires mutualistes d'Abidjan ont pris d'assaut le collège moderne du plateau où les bureaux de vote sont déjà équipés de logistique. 800 candidats repartis sur 103 listes sont en compétition dans le cadre de ces élections. L'amicale des institutrices de Daloa 2 célèbre les enseignantes des écoles du Haut-Sassandra. Cette célébration est due à leur lutte pour améliorer leurs conditions de vie et le bien-être des enfants. Maïsako. Pendant longtemps, elles ont apporté le savoir aux enfants de Côte d'Ivoire, chose qui a permis au pays de bénéficier de plusieurs cadres. Aujourd'hui, leur mérite est reconnu. Elles sont au nombre de 5, ces institutrices à la retraite qui ont été honorées par l'amicale des institutrices de l'inspection primaire de Daloa 2. Leaders, rassembleuses, elles ont lutté pour améliorer leurs conditions de vie et celles des enfants. L'amicale des institutrices de l'inspection primaire de Daloa 2 est un cadre d'échange où enseignantes, Bété, Baoulé, Malinké se côtoient pour promouvoir l'entraide et la solidarité. Elle a été créée en 1992.
Aïssata Dia, élue reine de la beauté ivoirienne sur 24 candidates en lice et issue de toutes les régions du pays. Dia Aïssata, 18 ans, 1,83 m, étudiante en année préparatoire, marketing et management, succède à la Miss Côte d'Ivoire 2012, Hélène Valérie Djouka. Regardez. 18 ans. 1,83 m et étudiante en marketing et management. Son nom, Dia Aïssata. C'est à elle que revient la prestigieuse couronne de Miss Côte d'Ivoire pour l'année 2013. Elle succède ainsi à Hélène Valérie Djouka, Miss 2012. Dia Aïssata entend mener des actions humanitaires le temps de son mandat. Il ne faut pas penser qu'à soi-même, il faut penser aussi aux autres. Les enfants, ils n'ont pas les moyens de se soigner, qui sont malades. Je vais continuer à les aider. Le choix de Dia Aïssata fait l'unanimité du jury et du public. Et je pense que c'est aussi le choix du public. À l'unanimité, elle a été élue et tout le monde est content. Dia Aïssata est accompagnée dans sa nouvelle mission par Konaté Aïda, étudiante, première dauphine, et Diplo Karine en classe de terminale, deuxième dauphine. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, représentée à cette finale par la ministre Anna Désiré Oloto, a remis une enveloppe de 10 millions de francs CFA à toutes les candidates retenues pour la phase finale, dont 5 millions pour la Miss. La finale, la Miss Côte d'Ivoire, s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Badamba. Il faut signaler qu'en plus des 5 millions de francs CFA de la première dame, Mme Dominique Ouattara, Dia Aïssata reçoit une voiture et plusieurs lots de la part des sponsors. Place maintenant au Dimanche Magazine. Tous les ans, à la même période à Abidjan, les fortes pluies font beaucoup de dégâts, tant humains que matériels. Quelles sont les zones à risque? Que fera encore cette année le plan ORSEC en cette période de pluie? Ce plan ORSEC qui est en marche depuis 2009. Pour en parler, Dimanche Magazine reçoit pour vous le général Fiacre Kili Faïdi, directeur de l'Office national de la protection civile, ONPC. Bonjour mon général. Bonjour. Nous sommes en pleine période de pluie. Que fera encore cette année le plan ORSEC? Je pense qu'il faut d'abord rendre gloire à Dieu qu'il pleuve dans notre pays. Parce qu'ailleurs, on fait des incantations, on évoque les mannes pour qu'il pleuve. C'est déjà quelque chose de positif que la situation géographique de la Côte d'Ivoire lui permet de recevoir de fortes pluies à partir du mois de mai, en juin et jusqu'à la mi-juillet. Cette année encore, l'Office national de la protection civile et tous ses partenaires seront avec vous, les hommes des médias, pour sensibiliser toutes ces populations vivant dans les zones à risque. Les zones à risque, à haut risque, il y en a à Abidjan. Nous avons identifié 75 zones à haut risque. Comme toutes les grandes capitales, Abidjan a ses zones à risque. Et les hommes y vivent. Nous sommes déjà en pleine saison de pluie. Est-ce que vous n'êtes pas Nous sommes en saison de pluie. Pour l'instant, selon les prévisions de la météo et les constats faits par vous, moi et par tous les citoyens lambda, il pleut faiblement à Abidjan. Nous avons les prévisions des 3 prochains jours. Il va pleuvoir encore faiblement. Mais à partir du lundi 17, la météo nous fait dire que les pluies seront beaucoup plus fortes. C'est en ce moment-là qu'il faudra prendre des précautions vigoureuses pour que cette année, comme l'année dernière, on n'ait pas de mort. Ça nous amène à connaître les quartiers précaires en danger. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord suivre cet élément de Zani Gabriel qui plante bien le décor. À l'intérieur du pays, comme à Abidjan, de nombreuses personnes vivent dans des bidonvilles ou sur des sites où les risques de glissement de terrain et les inondations sont fréquents en saison des pluies. Mais elles ne semblent pas s'en inquiéter. L'eau reste pas. Il n'y a rien. C'est Dieu qui va nous aider. Sinon, on n'a pas de soif. Gobélé, quartier précaire situé à Arto Banco-Kodi, fait partie des sites à risque identifiés par l'Office national de la protection civile. Ici, tout est construit sur des pentes dangereuses et dans le bas-fond. Des sites à risque ont été repérés également à Agboville, Duokwe, Gagnoaï dans la plupart des villes côtières. Comme toutes les années, l'Office national de la protection civile compte sur la sensibilisation et demande aux Ivoiriens d'éviter les zones d'inondation.
Cette année, selon le directeur de l'ONPC, plus de 2600 ménages sont concernés par l'opération de déguerpissement qui sera lancée bientôt par le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Mon général, nous venons de le voir, en Côte d'Ivoire, plus de 2600 ménages sont concernés. Est-ce que l'opération a été lancée? Au moment où je donnais cette interview, on avait 2600 ménages, mais aujourd'hui, nous avons 2336 ménages. Ce qui prouve qu'il y a des ménages qui ont quitté ces zones volontairement. Il y a 2 ans, on était à 6000. Pour parler du présent, l'opération a marqué le pas pour des questions administratives. Parce qu'il nous faut régler un certain nombre de problèmes. Le ministère de la Construction s'y attelle. D'abord, avoir le financement et sensibiliser les personnes. Les ménages ont déjà été identifiés. Et surtout, nous avons fait appel aux organisations des droits de l'homme qui attendent le moment où le gouvernement veut passer à l'action pour évoquer des droits au logement de tous les citoyens. L'opération aura bel et bien lieu une fois que ces procédures-là seront achevées. Je vous le promets, d'ici peu, l'opération va effectivement démarrer. Chaque année, il pleut, on connaît les périodes de pluie. Il y a des personnes qui habitent dans des zones à risque, à qui on demande de partir, qui vont et qui reviennent. Et après, on compte les morts, mon général. Qu'est-ce que l'ONPC entend faire pour ceux qui sont partis ou qui sont encore là? Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Il y a 2 ans, nous avions dénombré 6000 ménages concernés par l'opération. Aujourd'hui, je le disais tantôt, nous sommes à 2336 ménages. Ça veut dire qu'il y a des ménages qui ont effectivement quitté les zones à risque. Mais ce que vous évoquez est réel. Il y en a qui sont partis et qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus. Nous ne le nions pas. Mais tant qu'il y aura un habitant dans une zone à risque, vous allez voir les services de l'Office national de la protection civile, vous allez voir les services du ministère de la Construction. Nous allons continuer ce travail au quotidien jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ménages dans les zones à risque. Et le gouvernement nous demande de patienter parce que nous voulons passer à la manière forte. Par moment, nous allons lancer des grands travaux pour chasser, entre guillemets, ces ménages qui sont dans des zones à risque. Mais souvent, on pose le problème des droits de l'homme quand vous devez intervenir sèchement. C'est vrai. Nous avons été interpellés par les organismes des droits de l'homme qui nous disent que chaque individu a droit au logement. Et nous leur répondons à droit à un logement décent dans un cadre sécurisé. Donc nous sommes en contact avec ces partenaires et c'est ensemble que nous allons régler ce problème. L'année dernière, les organisations des droits de l'homme ont apporté leur concours pour l'assistance financière matérielle en vivre et non vivre à ces ménages. Donc nous ne les ignorons pas. L'État de Côte d'Ivoire a signé des engagements. Ce sont des institutions des Nations Unies avec lesquelles nous travaillons. Vous savez, nous demandons de la patience aux Ivoiriens. Le problème existe depuis plusieurs années. On ne peut pas le régler en 2 ou 3 ans. Ça va prendre du temps, mais le problème sera réglé. Le gouvernement est décidé à le faire. Vous pouvez compter sur notre détermination. La prise en charge de ces populations pose souvent problème. Il semblerait que la Banque mondiale aurait financé le recasement des populations des zones à risque. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? L'information à ma possession est que je peux donner aux téléspectateurs le recasement des populations l'année dernière a été pris en charge par le budget de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Les bailleurs de fonds interviennent dans le cadre du programme d'assainissement. Je peux affirmer cette information. Par exemple, ce qu'on appelle le bassin du Gourou, qui est l'Indénié, où de grands travaux d'assainissement sont en train d'être effectués par le gouvernement. Il y a un financement des bailleurs de fonds de nos partenaires, notamment la Banque africaine de développement, selon les informations qui m'ont été communiquées par la Direction générale de la construction. Le recasement des ménages dans des zones plus sécurisées est financé par l'État de Côte d'Ivoire. Bien compris. L'une des missions de l'ONPC, c'est la sécurité. Parlons donc de la sécurité dans les immeubles de grande hauteur, des immeubles de plus de 10 étages situés au plateau. Est-ce que ces immeubles respectent les normes de sécurité contre l'incendie et les risques de panique? Merci. Les immeubles présentent des problèmes de sécurité, présentent même des dangers. Et le cadre juridique de notre intervention repose sur un décret pris par le gouvernement qui est le décret 74-311 du 11 juillet 1979
74 qui prescrit les modalités pour une meilleure sécurisation de nos immeubles. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec le temps, les immeubles en Côte d'Ivoire sont dégradés. Les IGH ont perdu toutes leurs installations pour garantir une meilleure sécurité. À la demande du gouvernement, le Premier ministre en tête, la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur, présidée par le ministre de l'Intérieur, nous agissant en son nom, a effectué une visite de sécurité. Le constat a été fait, un rapport établi et acheminé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui l'a transmis à la primature. Un plan triennal est en phase d'être élaboré et je puis vous dire que le gouvernement s'attelle à régler cette question. L'immeuble dont on parle le plus, je vous devance un peu, c'est la pyramide. On y va. Un fait inquiétant, l'immeuble, les pyramides qui pourraient s'écrouler du jour à l'autre, d'un jour à l'autre, vu son état actuel, et les gens continuent de travailler dans cet immeuble. Ça ne vous émeut pas, mon général? Je pourrais répondre pour vous dire que la pyramide a reçu la visite de la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur en juillet 2009. Dès notre prise de fonction, cela a été d'ailleurs l'un des premiers bâtiments que nous avons visités. Un constat a été fait qui a mis en exergue l'état de dégradation avancée de cet immeuble. La pyramide n'est pas en train de s'écrouler. La pyramide est sérieusement dégradée. Les porte-coupe-feu n'existent plus. Il n'y a plus d'extincteurs. Le système d'alarme n'existe plus. En un mot, la pyramide n'est plus fréquentable. Il ne devait pas être fréquenté. Nous avons rendu compte au gouvernement. À l'époque, il fallait voir la situation sociopolitique. L'État de Côte d'Ivoire avait beaucoup de priorités. La tutelle, la SOGEPUE, a adressé des mises en demeure à tous les occupants de la pyramide. Aujourd'hui, j'ai pu affirmer sur ce plateau qu'aucun service de l'État n'est encore à la pyramide. Et quels sont ceux qui sont là-bas? Ceux qui sont là-bas sont des clandestins, purement et simplement. Ah bon? Et que la réhabilitation de la pyramide fait partie d'un partenariat public-privé et des études ont été confiées au BNET. Je disais tantôt qu'on demande aux Ivoiriens d'être patients. On ne peut pas tout régler en peu de temps. Des études ont été confiées au BNET et avant de venir sur ce plateau, le directeur général de la SOGEPUE, j'ai pu l'interroger, c'est la SOGEPUE qui gère ce bâtiment au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc le directeur général de la SOGEPUE me fait dire que d'ici juillet, donc dans un avenir très proche, le BNET rendra ses conclusions. Et le gouvernement, sur la base des éléments fournis par le BNET, élaborera un plan de réhabilitation de la pyramide. En général, vous parlez de clandestins à l'immeuble, les pyramides. Vous allez mieux nous officiellement, ceux qui sont aujourd'hui à la pyramide ne sont pas autorisés à y être. La SOGEPUE attend le rapport du BNET pour passer à la phase 2. Déjà, vous pouvez visiter la pyramide, on a mis une clôture autour. C'est pour dire qu'aucun service de l'État n'est aujourd'hui à la pyramide. Et les sociétés privées qui louaient des locaux dans cet immeuble n'y sont plus. Nous avons des exemples, nous avons les mises en demeure. Officiellement, plus personne n'est à la pyramide. Mais comme la nature a horreur du vide, il y a des gens qui se promènent au plateau et qui se sont installés. Je dis, ce sont des clandestins. Ils n'ont pas été installés là par la SOGEPUE ou par l'État de Côte d'Ivoire. Mais ils sont là-bas quand même. Finalement, c'est une situation de fait qui va être réglée incessamment dès que le BNET aura fini son travail. Mais au vu de tout ce que vous avez dit, on retient que personne ne respecte l'autorité après la sensibilisation. Pas de sanctions, pas de répression. La structure ORSEC est-elle impuissante face à cette situation? D'abord, ORSEC, ce n'est pas une structure. ORSEC, ce n'est pas une structure, c'est un plan. Le plan. C'est un plan qui, dans sa définition, veut dire organisation de la réponse de sécurité civile. Une catastrophe, comment l'État intervient, on déclenche le plan ORSEC. Donc, le plan ORSEC, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous faisons partie du plan ORSEC. Donc, en me trouvant ici à la télévision, le ministère de la Communication est un maillon essentiel à travers la sensibilisation et les opportunités que ce département nous offre. L'ONPC
dans sa mission de prévention des risques civils, attire l'attention. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous a instruit à l'effet de procéder d'abord à la phase de sensibilisation. Cela prendra du temps pour que les Ivoiriens comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à être là où ils sont. Ils partiront. Et la sensibilisation aura porté ses fruits. Dans le cas contraire, nous allons être obligés de procéder à la manière forte. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le président de la commission interministérielle des immeubles de grande hauteur, c'est lui qui a le pouvoir et l'autorité de fermer les établissements qui ne remplissent pas les conditions de sécurité nécessaires. Est-ce que souvent vous faites des rapports pour donner acquis des droits? À l'issue de chaque visite, les rapports sont établis. Et ces rapports, nous les adressons en premier lieu au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parce que nous agissons en son nom. Ensuite, une copie de ce rapport est envoyée au gestionnaire de l'immeuble. En ce qui concerne la pyramide, la cité administrative, outre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la direction générale de la construction, pour le compte du ministre de la Construction, du logement, de l'assainissement et de l'architecture, reçoit également ce rapport. Ce rapport comporte d'abord un grand chapitre qui fait l'état des lieux, qui dit que dans tel tour, voici ce que nous avons vu. Au sous-sol, il manque tel élément de sécurité, il manque des RIA, il manque le système d'alerte, il manque les portes coupe-feu. À tel niveau, voilà ce que nous avons vu. Et dans la deuxième phase, nous faisons des recommandations. Les recommandations s'adressent au gestionnaire de l'immeuble pour lui dire, attention, votre immeuble présente des dangers. Dans les jours à venir, nous vous demandons de faire un plan pour le réhabiliter. Malheureusement, dans nos États, on construit des édifices, mais la réhabilitation n'est pas encore dans nos mœurs. Nous voulons amener les Ivoiriens sous la houlette de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur à cela. Construire, c'est bien, mais entretenir, c'est encore mieux. Et vous avez un message à lancer à l'endroit des populations pour terminer? Je voudrais dire aux populations ivoiriennes, en cette